Alors bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de chimie, la réaction chimique. Alors, paragraphe 1, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Donc, on va voir une petite expérience avant de continuer notre cours. Je propose de vous montrer le déroulement d'une transformation chimique entre le cuivre métallique et les ions argent. Au cours de cette expérience, vous identifierez les réactifs puis les produits formés pour en écrire l'équation qui modélise la réaction chimique. Donc on ajoute une solution de nitrate d'argent, Hg plus NO3, dans un Erlenmeyer. Et après, on va plonger le filament de cuivre dans cette solution. La solution elle est initialement incolore. Donc après quelques instants, on va remarquer le début de l'apparition de la coloration bleue, cette coloration qui est caractéristique des ions Ce2+. Et en même temps, l'apparition d'un dépôt métallique blanc sur le filament de cuivre. Ce dépôt blanc qui apparaît sur le filament de cuivre est l'argent Ag. Donc remarquons avec le temps, donc la coloration bleue s'intensifie, donc c'est-à-dire il y a formation des ions Ce2+, avec l'apparition d'un dépôt métallique qui est l'argent sur le filament de cuivre. Donc on revient à notre leçon. Donc expérience, on plonge une lame de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent Ag plus NO3- contenant les ions argent Ag+. Après quelques instants, la solution prend progressivement une couleur bleue qui traduit la formation d'ions cuivre Cu2+, tandis qu'un dépôt d'argent Ag se forme sur la lame de cuivre. Donc ça, c'est le début de l'expérience. La lame de cuivre plongée dans une solution incolore de nitrate d'argent qui contient les ions Ag+. Et ça, c'est la fin de l'expérience. L'apparition d'un dépôt métallique qui est l'argent sur la lame de cuivre et la solution qui prend une coloration bleue qui est une, solution, qui est une coloration caractéristique des ions C2+. Ça veut dire qu'il y a formation des ions C2+. Donc conclusion, le cuivre Cu et les ions Ag+ réagissent entre eux pour former les ions Ce2+ et Ag. Donc au début de l'expérience, on a le cuivre Cu et les ions Ag+. À la fin de l'expérience, on obtient les ions Ce2+ et l'argent Ag. Alors les espèces chimiques présentes initialement, qui sont le cuivre et les ions Ag+, on les appelle des réactifs. Donc, le cuivre Cu et les ions Ag+, sont les réactifs de cette réaction. Les espèces chimiques qui se forment à la fin de la réaction, qui sont Ce2+ et Ag, on les appelle des produits. Donc les ions Ce2+ et l'argent Ag sont appelés les produits de cette réaction. Remarquons que dans la solution initiale, les nitrate d'argent, on avait Ag+ et NO3-. Donc les ions NO3- ne participent pas à la réaction. On les appelle des ions spectateurs. Ce sont des ions spectateurs. Donc ils n'interviennent pas dans la réaction. Ils sont présents initialement, NO3-. Ils sont présents dans la solution initiale. Et on va les retrouver dans la solution finale. Donc ils ne participent pas à la réaction. On dit que ce sont des ions spectateurs. Troisièmement, la réaction chimique. Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des réactifs réagissent et se transforment pour donner les produits. Petit 4. Le système chimique. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles
son état sera décrit en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes. Donc, pour décrire un système chimique, il faut donner la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes. Il faut donner l'état physique de chaque espèce chimique. Si l'espèce chimique est solide, la note S, petit S indique solide, liquide qui signifie liquide, avec un petit L qui signifie liquide, gazeux, un petit G, gazeux, et aqueux, ça veut dire aqueux, il s'agit des espèces chimiques aqueuses. Il faut aussi déterminer la température T et la pression P des systèmes chimiques. Alors ce sont les variables ou les grandeurs qui décrivent un système chimique. Donc la nature et la consommation des espèces chimiques, leur état physique et la température et la pression du système. Cinquièmement, état initial et état final d'un système chimique. Un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui modifie son état. On appelle état initial du système chimique l'état du système avant la transformation. Et on appelle état final du système chimique l'état du système après la transformation. Les espèces introduites à l'état initial sont appelées réactifs. Et les espèces obtenues après la transformation sont appelées les produits. La transformation chimique est le passage du système chimique de son état initial à son état final. Le passage de l'état initial à l'état final, on appelle une transformation chimique. Donc on a initialement le système chimique formé par des réactifs. Il subit une transformation chimique. On obtient un état final dans lequel il y a présence des produits en plus des réactifs restants. Donc c'est le reste des réactifs. Ils vont s'ajouter aux produits pour former l'état final du système chimique. Grand 2, quelles sont les caractéristiques des réactions chimiques? Premièrement, l'équation chimique. Au cours des réactions chimiques, les corps que l'on met en présence, c'est-à-dire les réactifs, réagissent et se transforment en de nouvelles espèces chimiques qu'on appelle les produits. L'équation chimique est l'écriture symbolique de la réaction chimique. Dans cette équation, les réactifs sont placés du côté gauche. Donc pour écrire l'équation de la réaction, on écrit toujours les réactifs du côté gauche. Les produits sont quant à eux placés du côté droit. Une flèche entre les réactifs et les produits indique qu'il y a une transformation chimique et symbolise le passage de l'état initial à l'état final. Donc, une réaction chimique est symbolisée par une équation qu'on appelle une équation chimique. Dans cette équation, on écrit les réactifs du côté gauche et les produits du côté droit et on relie les réactifs et les produits par une flèche orientée de gauche vers la droite. Cette flèche indique qu'il y a une transformation chimique d'un état initial dans lequel il y a les réactifs vers un état final dans lequel il y a les produits. Principe de conservation. L'expression très célèbre de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, le tout se transforme, résume très bien ce principe de conservation qui se traduit par, premièrement, conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire que les éléments présents dans les réactifs et les produits sont identiques. Revenons à notre exemple. Initialement, on avait un atome de cuivre et l'ion Ag+. Donc on a l'atome de cuivre plus l'ion Ag+, le cuivre et l'argent. À l'état final, on avait l'ion Ce2+, et l'argent Ag. Donc il y a conservation des espèces chimiques initialement. Il y a le cuivre et l'argent. Le cuivre sous forme de métal et l'argent sous forme d'ion Ag+. Et finalement, on trouve le cuivre sous forme ionique Ce2+, et l'argent sous forme de métal Ag. Donc il y a conservation de l'élément chimique CuCu, Ag, Ag. Donc le premier principe c'est conservation des éléments chimiques. Deuxième principe, conservation de la charge électrique. La somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des produits. Donc au cours des réactions chimiques, on a la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire que la somme des charges des réactifs est toujours égale à la somme des charges des produits.
Troisième principe, conservation des nombres d'entités chimiques. Donc le nombre d'entités chimiques, atomes ou ions de chaque élément présent dans les réactifs est identique au nombre d'entités chimiques de chaque élément dans les produits. Donc le nombre des espèces chimiques, soit atomes, soit ions, avant la réaction doit être égal au nombre des espèces chimiques après la réaction. Le dernier principe, c'est le principe de conservation de la masse. La masse des réactifs elle est égale à la masse des produits. Donc au cours des transformations chimiques, toujours la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Pour obéir à ces lois de conservation, il faudra ajuster l'équation avec des nombres placés devant les symboles, appelés les coefficients stoichiométriques. Ce sont des nombres qu'on place devant la formule chimique d'une espèce chimique pour équilibrer la charge et l'espèce chimique. On va voir ça sur des exemples. Les coefficients stoichiométriques renseignent sur la proportion en mol dans lesquels les réactifs réagissent et les proportions en mol dans lesquelles on obtient les produits. Remarque, lorsqu'il n'y a pas de nombre devant la formule brute d'une espèce chimique, cela sous-entend que c'est le chiffre 1 qui est présent. Donc, lorsque devant la formule chimique d'une espèce chimique, on n'écrit rien, ça veut dire qu'il s'agit du chiffre 1. Exemple, voyons l'exemple de la réaction qu'on a étudiée au paragraphe 1. La réaction qui a lieu au cours de l'expérience du paragraphe 1 se traduit par l'équation chimique suivante. Donc 2Ag plus Cu qui donne 2Ag plus Cu2+. Par contre, ici, donc l'état de l'ion Ag plus aqueux, cuivre solide, Ag métal solide et Cu2+ aqueux. Donc on indique l'état d'une espèce chimique. Alors on a 2 Ag, donc l'élément argent, donc on a 2 atomes d'argent sous forme d'ion. On a ici aussi 2 atomes d'argent, donc conservation de l'élément argent, de Ag, de Ag. La même chose pour le Cu, on a Cu, Cu2+, on n'a pas écrit le 1, normalement c'est 1, donc le chiffre 1 ne crée pas dans les réactions chimiques. Donc, on a un atome de cuivre dans les réactifs et un atome de cuivre sous forme d'ion dans les produits. Donc il y a conservation des espèces chimiques. Remarquons aussi qu'il y a conservation de la charge. On a 2 ions Ag+, donc chaque ion a une charge positive, donc 2 ions, 2 charges positives dans les réactifs, puisque Cu n'est pas chargé, donc 2 charges positives. Donc pour les produits de Ag, donc n'est pas chargé de 0. Cu2+, on a 2 charges positives, donc 2 charges positives plus 2 dans les produits et 2 fois 1, ça fait plus 2 dans les réactifs. Donc conservation de la charge et conservation des éléments chimiques. L'équation stoichiométrique, d'ailleurs, c'est 2, on a ici 2, on a ici 1, 2 et 1. On va voir un petit exercice. Équilibrer les réactions chimiques suivantes. Alors, équation 1, Al plus S, qui est donc Al2S3. Al c'est l'élément aluminium, S c'est l'élément soufre. Donc pour l'aluminium, on a 2 atomes d'aluminium. On a ici 1, donc on va multiplier par 2. Donc 2 Al. Pour le soufre, on a ici 3. On a ici 1, donc on va multiplier par 3. Donc la réaction est équilibrée. Pour le deuxième exemple, CH4 plus O2 qui est donc CO2 plus H2O. Alors commençons par l'élément carbone, c'est un atome de carbone dans les réactifs, un atome de carbone dans les produits. Donc c'est équilibré. L'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, on a 2 dans les produits, donc on va multiplier par 2. Donc 2 fois 2 pour l'hydrogène, ça fait 4. Et enfin, on va équilibrer l'oxygène. Dans les produits, on a 2 atomes d'oxygène plus 2, ça fait 4. Dans les réactifs, on a 2. Donc pour équilibrer, on va multiplier par 2. Donc la réaction est équilibrée. Vérifions, donc on a C, 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2, ça fait 4 atomes d'hydrogène.
Oxygène 2 fois 2 ça fait 4. 2 plus 2 ça fait 4. Troisième exemple, Fe plus O2 qui donne Fe2O3. On commence par équilibrer l'élément oxygène. On a 2 atomes d'oxygène, on a 3 atomes d'oxygène. Donc je vais multiplier ici par 2 et c'est par 3. Donc 3 fois 2 ça fait 6 et 2 fois 3 ça fait 6. Donc l'élément oxygène est équilibré. Ensuite, on va passer pour équilibrer l'élément fer. Pour le fer, dans les produits, on a 2 fois 2 ça fait 4 atomes de fer. On a ici un seul atome dans les réactifs. Donc on va multiplier par 4. Donc 4 atomes de fer, 4 atomes de fer, 6 atomes d'oxygène, 6 atomes d'oxygène. Dernier exemple, NH3 plus O2 qui donne N2 plus H2O. On commence par l'élément azote, un atome d'azote, N, 2 atomes d'azote. Donc je vais multiplier par 2 pour équilibrer l'élément azote. Après, on passe pour équilibrer l'hydrogène. On a ici 2 fois 3 ça fait 6. On a ici 2. Donc on va multiplier par 3. Donc 3 fois 2 ça fait 6. Dernière étape, on va équilibrer l'oxygène. On a 3 fois 1 ça fait 3. On a ici 2. Donc je vais multiplier par 3 et diviser par 2. Donc 3 demi fois 2 ça fait 3. Donc il est déjà équilibré. Mais en général en réaction chimique on préfère l'écrire par des entiers. Donc je vais multiplier le tout par 2. Ça devient 4 NH3 plus, donc on multiplie le tout par 2, plus 3 O2 qui va donner 2 N2 N2 plus, multiplié par 3 ça devient 6 H2O. H2O. Ça y est, donc pour les exemples, on a fini. On va passer au dernier paragraphe, l'avancement et bilan de matière. C'est un paragraphe très important, puisque c'est la base de la chimie dans la suite des années prochaines, Inch'Allah. Donc, toujours, il faut bien maîtriser ce paragraphe. Premièrement, notion d'avancement de la réaction. Afin de décrire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique, on utilise un outil qu'on appelle l'avancement de la réaction. L'avancement de la réaction. L'avancement d'une réaction chimique est une variable positive notée X qui permet de déterminer les quantités de matière de réactifs transformés et de produits formés. L'avancement X est une quantité de matière qui s'exprime en mol. À l'état initial, l'avancement est nul. Donc au début de la transformation chimique, l'avancement est nul. Et à l'état final, l'avancement est maximal. On le note X max. Max, ça veut dire maximal. Au cours de la transformation, l'avancement X est compris entre 0 et X max. Donc initialement, il est nul. Finalement, c'est X max. Dans l'état intermédiaire, entre l'état initial et l'état final, l'avancement prend une valeur X. Le tableau d'avancement de la réaction chimique. C'est ça la clé de toute la chimie. Donc important, très important, le tableau d'avancement. Il faut faire attention, il faut le maîtriser. Le tableau d'avancement de la transformation chimique est donné par une réaction entre les espèces grand A et grand B, donnant grand C, grand D. Petit a, petit b, petit c, petit d représentent les coefficients stoichiométriques. Toutes les valeurs sont données en mol, puisqu'il s'agit de quantité de matière. Alors, comment on dresse un tableau d'avancement des transformations chimiques données? Alors, considérons la transformation chimique petit a grand A plus petit b grand B qui donne petit c grand C plus petit d grand D. Avec bien sûr grand A, grand B, grand C et grand D des espèces chimiques. Petit a, petit b, petit c et petit d, les coefficients stoichiométriques.
Dans le tableau d'avancement, dans la première case, on écrit l'équation de la réaction. Par exemple, petit a grand A plus petit b grand B qui est dans petit c grand C plus petit d grand D. Après, on a ces deux cases verticales, l'état du système et l'avancement. Ici, les quantités de matière en mol. Alors, pour l'état du système, on a trois états. L'état initial, du début de l'expérience. L'état final, du début de la transformation chimique. Pardon. L'état initial, c'est le début de la transformation chimique. L'état final, c'est la fin de la transformation chimique. Entre les deux états, le système passe par ce qu'on appelle un état intermédiaire. Pour l'avancement de la réaction, initialement, la réaction n'a pas commencé, donc l'avancement est nul. Finalement, l'avancement atteint sa valeur maximale qui est égale à x max. Et dans un état intermédiaire, l'avancement prend une valeur x, bien sûr x différent de 0. Donc initial, t égale à 0, x égale à 0, final, x égale à x max, et état intermédiaire, x qui est différent de 0. Alors dans la première case, état initial, on écrit les quantités de matière initiale des espèces chimiques. Donc N initial de A, le I indique initial. Parfois on peut le noter N0, N0 de A. Donc ça veut dire la même chose. Initial au NI au N0, c'est la même chose. N initial de B. Donc pour les C et les D, C et D ce sont des produits de la réaction. Donc initialement, les produits ne sont pas encore formés. Donc leur quantité de matière est nulle, 0, 0. Dans un état intermédiaire, grand A et grand B sont des réactifs. Donc leur quantité de matière va diminuer. Donc la quantité de matière de A devient N initial de A moins petit a. Petit a c'est le coefficient stoichiométrique. Moins petit a fois x. Pour le B, il devient N initial de B moins petit b, le coefficient stoichiométrique de grand B, fois x. Pour le C, il devient petit c fois x. Et pour le D, ça devient D fois x. Donc on écrit la quantité de matière initiale pour le réactif, la quantité de matière initiale moins le coefficient stoichiométrique fois x. Pour les produits, on écrit le coefficient de chaque produit fois x. Pour l'état final, donc c'est la même chose que l'état intermédiaire. Tout simplement, on remplace le x par x max. Donc n initial de A moins AX max, n initial de B moins BX max, C fois x max et D fois x max. Dans ce tableau qui décrit la transformation chimique, on appelle le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Donc, on répète l'équation de la réaction. On divise ici en deux cases, l'état du système et l'avancement. L'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. L'avancement x égale à 0, x différent de 0, x égale à x max. On écrit ici les quantités de matière, n initial de A, n initial de B, 0, 0 initialement. Après, n initial de A moins A, pourquoi le moins pour les réactifs? Parce que leur quantité de matière va diminuer. Moins A fois x, n I de B moins Bx, C fois x, D fois x. L'état final, c'est la même que l'état intermédiaire, avec un changement de x en x max. Avec un remarque, les quantités de matière à l'état initial se calculent à l'aide des données de l'énoncé sans tenir compte des coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire lorsqu'on veut calculer la quantité de matière par exemple de A, si on a la masse de A, je vais écrire N initial de A, la quantité de matière initiale de A, pardon, N initial de A égale, si on a la masse, égale à M de A sur la masse molaire. M de grand A sur la masse molaire de A. Donc lorsque je calcule la quantité de matière, je ne tiens pas compte pas de coefficient A. Je ne crée pas petit a fois M A, non, je crée M de A sur grand M de A. Donc le calcul des quantités de matière à l'état initial, on ne tient pas compte des coefficients stoichiométriques. On tient compte des coefficients stoichiométriques dans le tableau d'avancement, dans l'état intermédiaire, l'état final. Moins AX, moins BX, CX, DX, etc. Le réactif limitant. Alors c'est quoi le réactif limitant? Donc l'état final d'un système chimique en évolution est atteint lorsque les quantités de matière des réactifs n'évoluent plus.
Donc la transformation chimique démarre à l'état initial et s'arrête lorsque l'un des réactifs réagit totalement. Dans ce cas, la quantité de matière des espèces chimiques reste constante. Le système chimique n'évolue plus. Le réactif qui va disparaître totalement, on l'appelle le réactif limitant. Donc l'état final d'un système chimique en évolution est atteint lorsque les quantités de matière des réactifs n'évoluent plus, c'est-à-dire lorsqu'au moins un des réactifs est consommé totalement ou réagit totalement. Ce réactif est appelé le réactif limitant, c'est-à-dire que c'est le réactif qui va limiter ou arrêter la réaction. Donc lorsque un réactif est totalement consommé, la transformation chimique s'arrête, le système chimique n'évolue plus, le réactif qui est consommé totalement, on l'appelle le réactif limitant. Donc sa quantité de matière à l'état final doit être égale à 0. Donc N final des réactifs R limitant L, réactif limitant RL, ça doit être égal à 0. Donc le réactif limitant RL grand R égale à 0. Donc par définition, le réactif limitant, c'est le réactif qui est consommé totalement à la fin de la réaction. Donc sa quantité de matière finale est égale à 0. C'est ce réactif qui va limiter la réaction. Sa disparition va arrêter la transformation chimique et les quantités de matière des systèmes chimiques n'évoluent plus. L'avancement maximal Xmax est calculable comme étant la plus petite valeur de l'avancement maximal qui annule la quantité de matière de l'un des réactifs à l'état final. Ce réactif constitue alors le réactif limitant. Alors comment on détermine ce réactif limitant? Donc pour déterminer l'avancement maximal, on fait les hypothèses suivantes. Donc ça, par exemple, si on revient à la réaction déjà étudiée, donc on a deux réactifs, A et B. Donc il y a deux possibilités, soit A est le réactif limitant, soit B est le réactif limitant. Alors supposons, on va faire l'hypothèse A, supposons que c'est A qui est le réactif limitant. Donc par définition, c'est A est le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final doit être égale à 0. C'est-à-dire que NI de A moins AX max égale à 0. Donc NI de A moins AX max égale à 0. Donc soit X max égale N initial de A sur grand A. Donc, par résoudre cette équation, on trouve que X max égale N initial de A sur petit a. Deuxième hypothèse, on considère que B est le réactif limitant. Donc si B est le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final, qui est égale à N initial de B moins Bx max, doit être égale à 0. Donc X max égale à N initial de B sur petit p. Donc on va calculer deux valeurs de X max. Alors qui est la valeur exacte? Alors la valeur exacte c'est la plus petite valeur. Donc on prend la plus petite valeur de X max. Donc on va comparer les deux valeurs trouvées et on prend la plus petite valeur qui sera l'avancement maximal X max. Il devient l'avancement maximal de la réaction. Donc la vraie valeur c'est la plus petite valeur. Et le réactif correspondant sera le réactif limitant. Par exemple, c'est NE de A sur psi A est inférieur à NE de B sur psi B. Alors le X max sera NE de A sur psi A et A est le réactif limitant. Si on a l'inverse, c'est NE de B sur psi B est inférieur à NE de A sur psi A, alors X max sera égal à NE de B sur psi B et B sera le réactif limitant. Avec un cas particulier, lorsque les deux valeurs sont égaux, si on retrouve X max, la première valeur NI de A sur psi A égale la deuxième valeur liée à NI de B sur psi B. Alors dans ce cas, les deux réactifs sont des réactifs limitants, ou les deux réactifs sont totalement consommés. On dit qu'on a un mélange stoichiométrique. Donc un mélange stoichiométrique, c'est lorsque les deux réactifs sont tous les deux des réactifs limitants, ou bien les deux réactifs réagissent totalement à la fin de la réaction. C'est un cas particulier de réaction chimique lorsqu'on a les deux réactifs, on suit les deux des réactifs limitants. On appelle bilan de matière ou bilan de réaction des transformations chimiques le calcul des quantités de matière des réactifs des produits formés à l'état final. Donc le bilan
de la matière ou le bilan de réaction, c'est tout simplement le calcul des quantités de matière à l'état final de chaque espèce chimique. Par exemple, dans l'exemple étudié, donc à l'état final x égale à x max, donc n final de A sera égal à n initial de A moins x max, n final de B c'est n initial de B moins B fois x max, n final de C c'est C fois x max, n final de D c'est D fois x max. Le calcul des différentes valeurs, n final de A et n final de B qui est égal à n initial de B moins Bx max, n final de B, n final de C et n final de D, n final de C c'est C fois x max, n final de D c'est D fois x max, n final de grand D c'est D fois x max. Donc le calcul des séquences de matière, on l'appelle le bilan de matière ou bilan de réaction. Alors pour finir, on va prendre un petit exemple. On a un seul exemple, un petit exemple. On va éliminer le S. On va faire un seul exemple. On réalise la combustion de méthane CH4 dans le dioxygène O2. En introduisant initialement 1 mol de méthane à l'état gazeux et 4 moles de O2. Sachant que les produits de la réaction sont les dioxydes de carbone. Dioxyde de carbone c'est CO2. Et l'eau bien sûr c'est H2O. H2O. Écrire l'équation de la réaction en déterminant l'équation stoichiométrique. Alors l'équation de la réaction c'est H4 gazeux plus O2 gazeux qui donne CO2 gaz plus H2O gaz. Donc on équilibre la réaction. C'est l'exemple qu'on a déjà vu dans le cours. C'est le deuxième exemple. C'est H4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. Donc c'est ça l'équation de la réaction chimique entre CH4 et O2. Donc les coefficients stoichiométriques, on a ici c'est 1, 2, 1 et 2. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Alors, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction. On va écrire l'équation de la réaction. Donc c'est H4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. On a ici état, avancement. Donc état initial, état de transformation ou état intermédiaire. Donc c'est la même chose. État intermédiaire ou état de transformation et état final. État initial c'est 0, état intermédiaire x, l'état final, l'avancement c'est x max. On a ici c'est l'avancement. Initialement c'est 0, après x qui est différent de 0, initialement x égale à 0. Et x max. Les quantités de matière initiale, donc d'après les données, donc on a déjà les données. Initialement on a 1 mol de CH4 et, et 4 moles de O2. Donc 1 mol de CH4, 1 quantité de matière, et la quantité de matière de O2 c'est 4 moles. Pour les produits, donc initialement c'est nul, 0, 0. Donc dans un état intermédiaire ou état de transformation, donc on a pour le CH4, le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc c'est 1 moins 1 fois x, ou bien 1 moins x. Pour le O2, le coefficient stoichiométrique c'est 2, donc la quantité de matière dans un état intermédiaire c'est la quantité de matière initiale qui est égale à 4, moins 2 fois x, 2 coefficient stoichiométrique. Là c'est 1, on n'a pas écrit donc c'est 1. Normalement c'est 1. 1 fois x qui est égal à 1. En général pour le 1, on ne l'écrit pas. CO2, on a ici 1, donc c'est 1 fois x, ou bien tout simplement 1, donc 1 fois x. On a ici 2, donc 2 fois x. Ok. Alors pour les 1, on ne les écrit pas, donc 1 moins x, on a x. Pour l'état final, donc c'est la même chose que l'état intermédiaire, avec un changement de x en x max. Donc la quantité matière du CH4, 1 moins x max, O2, 4 moins 2 x max, CO2, x max, et H2O, c'est x max.
2x max, pardon. 2x max. Donc c'est ça le tableau d'avancement de la réaction. Troisièmement, déterminer l'avancement maximal de la réaction et en déduire le réactif limitant. Alors pour déterminer l'avancement maximal x max, on a dit, on fait les hypothèses. On a deux réactifs, on va supposer que CH4 est le réactif limitant. Première hypothèse. Donc c'est, pardon, si CH4 est le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final, 1 moins x max doit être égal à 0. Donc N final de CH4 égale à 0, c'est-à-dire que 1 moins x max égale à 0, soit x max égale à 1 mol. Donc la première hypothèse, on obtient x max égale à 1 mol. Deuxième hypothèse, on va supposer que le deuxième réactif qui est O2, qui est le réactif limitant. Donc on suppose que O2 est limitant. Donc N final de O2 doit être égal à 0. N final de O2 qui est égal à 4 fois 2x max égale à 0. Donc soit x max égale à 2. 4 sur 2, donc qui est égal à 2. Donc on a ici, première hypothèse nous donne x max égale à 1. Deuxième hypothèse, elle nous donne x max égale à 2. Donc d'après le cours, la valeur exacte de x max est la plus petite valeur. Donc on va prendre la plus petite valeur de x max. Donc on a 1 et 2, donc 1 qui est inférieur à 2. Donc l'avancement maximal de la réaction est 1 mol. Donc la plus petite valeur. Et le réactif correspondant, donc la valeur de x max égale à 1 correspond à CH4. Donc CH4 c'est le réactif limitant. Donc CH4 est le réactif limitant. Donc on reprend, pour déterminer le réactif limitant, on fait les hypothèses, on suppose le premier réactif CH4 qui est le réactif limitant, on trouve une valeur de x max égale à 1 mol. On fait la deuxième hypothèse, supposons que O2 qui est le réactif limitant, on obtient x max égale à 2 mol. En comparant les deux valeurs, on a 1 qui est inférieur à 2, donc la valeur exacte c'est 1 mol. Et le réactif correspondant, qui est CH4, est le réactif limitant. Dernière question. Donner le bilan de la réaction, c'est-à-dire déterminer la composition finale des mélanges. Donc le bilan, c'est tout simplement calculer le quantité de matière de chaque espèce à l'état final. On commence par le CH4. CH4, N final de CH4, c'est 1 moins x max. Avec x max égale à 1, donc c'est 1 moins 1 égale à 0. Donc c'est un résultat qui est tout à fait logique, puisque CH4 est le réactif limitant. Donc réactif limitant, ça veut dire que sa quantité de matière est nulle à l'état final, puisqu'il va disparaître totalement. Donc réactif limitant. N final de O2, c'est 4 moins 2x max. Donc 4 moins 2, x max est égal à 1. Donc 4 moins 2 fois 1, c'est 4 moins 2, ça fait 2 mol. X final de CO2, c'est x max, qui est égal à 1 mol. N final, pardon, de H2O, c'est 2x max. C'est 2 fois 1, ça fait 2 mol. Donc remarque très importante, il faut bien maîtriser le tableau d'avancement de la réaction chimique et il faut bien connaître comment on détermine x max et le réactif limitant, parce que dans la suite c'est la partie la plus importante dans la chimie pour les années prochaines, Inch'Allah. Ainsi se termine notre leçon. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.